Vous avez décidé de rouvrir ce dossier. Qu'est-ce qui vous gênait, entre guillemets, au point de vous plonger dans les milliers de pages de l'enquête, du rapport de l'enquête criminelle? D'abord, effectivement, la proximité des 20 ans. Et 20 ans, ça permet aussi d'avoir un peu de recul. C'était un petit peu le but de ce livre, c'est-à-dire d'observer avec un peu de recul qu'est-ce qu'avait été la vie de cette femme, et qui est morte tragiquement chez nous, à Paris, quoi. Donc, et puis, en revoyant un peu le dossier, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient restées un petit peu dans l'ombre. Entre-temps, il y avait eu l'enquête britannique qui a été extrêmement poussée. Qui est venue se superposer à l'enquête française. Absolument, oui. Et alors, l'enquête britannique n'était pas sur les causes de l'accident, mais sur les allégations faites par M. Al-Fayed sur le père de Dodi Al-Fayed, sur les causes de cet accident et les allégations de complot, d'attentats, de sabotage. Bon. Et donc, c'est à propos de ça qu'on s'est intéressé quand même avec Pascal et Bruno à des éléments qui ne collaient pas. Voilà. Ouais. Alors, le premier, c'était celui sur la Fiat Uno blanche, la fameuse Uno blanche, après, voilà, exactement. Et le deuxième élément qui nous choquait, c'est qu'on s'était intéressé à l'histoire immédiate de cette voiture pour des raisons simples, qui étaient effectivement les recherches de sabotage ou d'attentats, et on ne s'était pas intéressé à son histoire. Parce que justement, d'où venait cette voiture? D'où venait cette voiture? Parce que vous révélez que la Mercedes dans laquelle la princesse a été tuée était en fait une épave, pour le résumer ainsi, qu'elle avait été volée 2 fois par le passé, qu'elle avait subi un très grave accident. Quelle est cette histoire, cette voiture? Oui, alors absolument, parce qu'on a retrouvé le premier propriétaire de la voiture, celui qui l'avait acheté neuve, donc, et qui l'avait acheté en 95, en septembre 95, et qui s'était fait voler 3 mois après. Bon. Et cette voiture lui avait été restituée après avoir été retrouvée dans un champ complètement détruite parce qu'elle avait fait plusieurs tonneaux. Comme elle avait été volée, évidemment, il n'y avait plus personne dans le champ, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait rien. Et lui, l'assurance lui a proposé de la restaurer. Il a dit non, moi, il n'est pas question que je roule dans une voiture qui... On l'envoie à la casse, il envoie la casse, il paye il signe les papiers de la casse et il reçoit d'ailleurs un petit chèque de la casse plus le remboursement de l'assurance. Et pour lui, c'était la fin de l'histoire. Alors cette voiture, elle a été remise et cette voiture, mystérieusement réapparaît moins d'1 an plus tard dans un garage Mercedes d'occasion, le garage Mercedes Austerlitz, et est remise en vente. Et c'est là que, de bonne foi, le patron de l'agence Limousine Étoile, qui travaille exclusivement avec le Ritz, l'achète pour étoffer un peu son petit parc automobile. Mais alors, Jean-Michel Karadec, comment vous expliquez qu'après les 2 enquêtes, la française, la britannique, qui a désossé la voiture pour évidemment vérifier que ce n'était pas un attentat, comment se fait-il qu'ils n'ont pas découvert que cette voiture avait déjà subi de gros dommages et qu'elle avait été remontée de toutes pièces? Justement à cause de ça. C'est-à-dire que comme ils se sont braqués sur une des tentatives d'assassinat, des tentatives de sabotage qui auraient conduit effectivement à une tentative d'assassinat, ils ont laissé de côté évidemment puis en plus je vous rappelle que la voiture était quand même lourdement accidentée sous le pont de l'Albin, puisqu'elle a percuté le 13e pilier à 110 km/h. Donc il n'en restait quasi rien. Et puis de plus, après, comme vous le savez, il y a eu les pompiers se sont chargés de finir le travail puisqu'ils ont été obligés de désincarcérer les victimes et donc de découper la carrosserie. Donc cet accident qui a fait suite au vol de cette voiture, qui aurait dû destiner cette voiture à la casse, a probablement fragilisé, on va dire, la voiture, et peut-être que, comme le signalent d'ailleurs certains chauffeurs de cette agence de location de limousine, signalaient qu'en la conduisant, il y avait
certaines défaillances perceptibles, mais pas vraiment définissables, qui faisaient qu'il la sentait pas sûre. C'est exactement ce qu'effectivement la deuxième partie de notre enquête sur cette voiture, c'est qu'effectivement on s'est aperçu que et le propriétaire d'Étoile Limousine et le chauffeur habituel avaient remarqué à l'époque que la voiture avait des défaillances, surtout à haute vitesse. Mais c'était pas quelque chose de flagrant, si vous voulez. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, j'aurais posé la question, mais pourquoi maintenant, vous nous le dites maintenant? À l'époque, vous avez rien dit. Tout à fait. Alors, évidemment, le patron d'Étoile de Limousine m'a dit, c'est simple, il y a 6 ans, monsieur Al-Fayed a fermé le Ritz pour 4 ans de travaux. Il les a en 2012. Il a ensuite réembauché tout le monde au bout de 4 ans, sauf moi. Donc, moi, je ne me sens plus lié par la confidentialité avec M. Mohamed Al-Fayed. Donc, et le chauffeur, effectivement, a confirmé ces trucs en disant qu'à l'époque, lui, c'était pas exprimé. Et il avait même conseillé à son patron de s'en débarrasser en disant cette voiture porte la poisse. Et effectivement, d'ailleurs, on l'a vu, quoi. On connaît le triste résultat. Aujourd'hui encore, Jean-Michel Karadec, il y a 2 témoins majeurs de l'accident dont on va dire qu'il reste muet sur les circonstances. Le premier, évidemment, Trevor Rhys-Jones, qui était le garde du corps de Dodi Al-Fayed, qui est le seul survivant de l'accident, qui a été gravement blessé et qui ne se souvient pas de l'accident, donc il ne peut pas raconter ce qui s'est passé concrètement, même s'il a quelques souvenirs des scènes de la journée, on va dire, de cette journée-là. Et le second personnage qui pourrait apporter des éléments clés sur l'accident, c'est une des révélations de votre livre, d'ailleurs. C'est le conducteur de la fameuse Fiat Uno blanche qui était présente sur les Tarn, qui a été percuté à l'arrière par la Mercedes de Diana. Vous avez retrouvé son propriétaire. À l'époque, il avait été entendu par les enquêteurs, mais il avait nié sa présence sur les lieux, alors que visiblement, il était sur les lieux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il refuse encore de parler, alors qu'on va dire que le temps a passé, il s'est écoulé 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas dire ce qui s'est passé? Je crois que c'est parce qu'il avait passé un accord avec la police qui, en échange et la police et la justice, puisqu'il avait été écarté de la procédure et gardé, si je puis dire, en témoin privilégié, c'est-à-dire et donc il a été mis à l'écart, surtout de la presse, de nous, parce que vous rappelez-vous qu'à l'époque il y avait toute la presse internationale, il y avait tout, et encore maintenant, si il reconnaissait qu'effectivement il a assisté à l'accident, je suis sûr que l'ensemble de la presse se jetterait sur lui pour avoir ses réactions. Et il est extrêmement méfiant, et il s'est tu jusque-là, et voilà. Bon, nous, ce qui nous a fait penser qu'effectivement c'était bien lui, le véritable l'homme au chien de la Fiat, c'est que d'abord, on s'est aperçu que l'enquête avait été arrêtée, l'immense recherche de Fiat Uno blanche dans la région parisienne, qui était une des plus grosses enquêtes qu'on ait jamais faites, s'est arrêtée brusquement après son interpellation, en plus par le GIGN, etc., qui a qu'un seul PV d'audition de ce garçon, et qu'après il disparaît de la procédure. D'ailleurs, l'enquête anglaise lui avait demandé de venir témoigner, évidemment, il a refusé, et le juge, le Sir Stephen qui dirigeait l'enquête, note dans son rapport qu'il trouve quand même bizarre qu'on ait arrêté les recherches alors qu'il restait encore plus de 1500 voitures à vérifier. 2000 voitures à vérifier. Bon, on comprend, parce que ça coûtait très cher cette enquête, et surtout en temps et en hommes, et que donc... Il savait que c'était pas un agent du MI6, le pauvre garçon, qu'il était là par hasard, et que il a raconté ce qu'il a vu, c'est-à-dire en fait
la voiture l'a légèrement percuté sur l'arrière, et vraisemblablement c'est en essayant de l'éviter qu'elle l'a percuté légèrement, parce que si elle l'avait percuté de plein fouet, inutile de dire que la Mercedes, qui fait plus d'1 tonne, aurait envoyé voler la petite Fiat Uno. Et puis c'est en essayant de redresser après son coup de volant que M. Paul a perdu le contrôle de la voiture et l'a envoyé dans le pilier, quoi. Jean-Michel Kéradec, quelle conclusion aujourd'hui on peut donner sur les causes de cet accident? On sait que Henri Paul, qu'on vient de citer, était au volant. Voilà. Il n'avait pas le permis adéquat pour conduire une limousine. Il était sous l'emprise de l'alcool et de certains médicaments. La vitesse, évidemment, de la voiture. Et puis, il n'avait pas de ceinture. Ils n'avaient pas leur ceinture. Aucun des 4 n'avait la ceinture. À un moment, on a pensé que Trevor Jones, on a toujours dit qu'il avait sa ceinture. C'est pour ça qu'il s'en est sorti. Non, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. En fait, lui, s'en est sorti grâce à l'airbag. Monsieur Paul, lui, il s'en est pas sorti parce qu'il a eu un coup du lapin. Oui, enfin bon, bref, il est mort sur le coup. Dodi Al-Fayed, lui, est mort aussi sur le coup parce qu'il est passé devant et il est passé en arrière. Et quant à la princesse, c'est assez bizarre parce qu'on l'a retrouvée entre les 2 sièges et elle n'était pas apparemment... Visiblement, il n'y avait pas de blessure apparente. Alors, on a une thèse, c'est qu'elle avait suivi beaucoup des cours de Scotland Yard pour se protéger en cas d'attentat, justement, mais d'attentat de type IRA, etc. Il ne faut pas oublier que le grand-oncle de la famille a été assassiné par l'IRA. Et donc, vraisemblablement, la première chose qu'on a dû lui apprendre, c'est qu'en cas de danger, de se glisser entre les 2 sièges de façon à être protégée. Parce qu'elle était vraiment recroquevillée, effectivement. Voilà. Mais les dégâts internes étaient trop importants, c'est ce qu'ils l'ont... Exactement. Mais extérieurement, elle a été relativement protégée, parce que si elle était restée sur le siège, elle aurait suivi le même trajet que Dodi Al-Fayed, qui lui était bien touché, quoi. Si elle avait été attachée, évidemment, elle s'en serait sortie. Si elle avait été attachée, elle s'en serait sortie. Ça, c'est une bonne publicité, si je puis dire, pour la prévention routière. Jean-Michel Kéradec, votre ouvrage confirme donc la thèse de l'accident de la route. Il éloigne un peu plus les fantasmes liés aux théories du complot que Mohamed Al-Fayed a largement entretenus. Et pourtant, malgré toutes ces infos, malgré votre livre, on se dit que le mystère autour de cet accident va demeurer. Comment vous expliquez ça ? Parce que c'est... Moi, une princesse ne peut pas mourir comme ça, dans un bête accident de voiture. Je disais, faisais la comparaison, elle peut être à la rigueur comme Sissi assassinée par un anarchiste, mais il faut qu'il y ait une histoire derrière. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'histoire, si ce n'est quand même la propre histoire de Diana, et ça qui est quand même intéressant, de voir comment une jeune femme qui était appelée à devenir, qui était princesse, qui était appelée à devenir reine d'Angleterre, puisque c'était sa vocation, se retrouve dans les bras d'un playboy, dans une voiture qui était un petit peu pourrie, et avec un chauffeur ivre. C'est quand même... c'est cette histoire-là qui est intéressante, et c'est aussi celle-là que j'ai voulu raconter dans le livre. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer, Jean-Michel Kéradec, que toutes les pistes ont été explorées et qu'aucune autre révélation ne sera faite du même acabit que celle que vous faites dans ce livre ? Je pense pas, mais je vous garderais bien de faire une d'eux, parce que si vous m'aviez posé la question il y a 1 an ou 1 an et demi, je vous aurais dit non, je vois pas ce qu'on peut découvrir d'autre, puisque on soupçonnait pour le chauffeur de la Fiat Uno, donc c'était pas une révélation. Effectivement, je ne pense pas. Mais bon. Vous allez laisser tomber cette affaire définitivement, la remiser enfin ? Pour le moment, oui, je pense, parce que je pense qu'on a fait le tour là. Depuis 12 ans qu'on travaille sur le dossier, ça va. Là, maintenant, je pense qu'on a vraiment été jusqu'au bout du bout. On a beaucoup parlé à l'époque de la responsabilité des photographes, des paparazzi sur l'accident. Et il en est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire et confirmer et affirmer aujourd'hui ? On peut dire une chose, c'est que d'abord, ils n'ont aucune responsabilité directe dans l'accident, ça a été prouvé, et c'est d'ailleurs pour ça que le juge leur a donné un non-lieu 3 ans après. En revanche, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils étaient là, mais
il est vrai aussi que les paparazzi et Diana sont quasiment, comment, je sais pas. Main dans la main. Oui, ils sont en général. De connivence. Quand il y avait Diana, il y avait des paparazzi. Sauf quand elle ne le voulait pas. Oui. Parce qu'elle était totalement incapable d'avoir une vie sans paparazzi et de passer incognito. J'en veux juste comme preuve, c'est que ça qu'on a découvert dans le dossier, c'est que le 26 juillet, quand elle est venue à Paris, oui, avec Dodi, il n'y avait aucun paparazzi. Elles étaient au Ritz et il n'y avait aucun paparazzi. D'ailleurs, ça fait partie des interrogations du bouquin. Qui a contacté la presse les paparazzi français? Les paparazzi français, oui, voilà. Tout à fait. Ça fait partie des interrogations. Parce qu'on savait qu'elle avait contacté les paparazzi anglais au moment au moment où elle était en Sardaigne pour faire cette fameuse photo sur le The Kiss, tout à fait. Et le baiser avec Dodi. Voilà, c'est ça qui a tout lancé, puisque en fait, on ne savait pas à l'époque qu'elle avait cette histoire avec Dodi. Tout à fait. Fabriquée de toutes pièces d'ailleurs par Mohamed Al Fayed. En tout cas, initié par Mohamed Al Fayed, oui. Qu'est-ce que sont devenus, Jean-Michel Karadec, on va dire les dizaines ou les centaines de clichés qui ont été faits juste dans les minutes qui ont suivi l'accident par les paparazzi sur place qui ont bombardé littéralement les victimes de clichés. Certaines pellicules leur ont été retirées par la police. Oui. Que sont devenus ces clichés? Elles ont toutes été normalement saisies par la police, y compris les tirages. Bon, alors, on ne peut pas... Puis ça, à ce moment-là, c'était de l'argentique, hein, donc on ne peut pas savoir s'il n'y a pas eu des développements. S'il y a eu des clichés, des copies. Mais en tout cas, aucun n'a été publié, sauf une qui a été publiée dans le premier livre que j'avais fait, qui était juste une reproduction d'une pièce du dossier. Voilà. Et du coup, elles ne seront jamais publiées? Non, parce que à l'époque, tant qu'elle était blessée, elles ont été vendues, elles ont failli et elles étaient prêtes à être publiées. À partir du moment où elle est morte, 4 heures plus tard, évidemment, c'était très dur de publier ça comme... Vous les avez vus vous-même, ces clichés? Oui. Oui, ils sont très impressionnants concernant Dodi, concernant Monsieur Paul, concernant aussi le garde du corps qui a eu toute la mâchoire fracassée. Mais elle, c'est pas impressionnant parce qu'elle est. Elle a juste une coupure sur le front. Oui, il ressemble qu'elle dort. Elle a juste une petite coupure sur le front et un petit peu de sang. Elle était à demi consciente, on va dire. Elle était. Elle parlait encore aux secouristes. Oui, je pense qu'elle gémissait plus qu'elle ne parlait. Enfin, c'est ce qu'a dit le premier médecin qui lui a sauvé carrément la vie, puisque c'est ce médecin de SOS Médecins qui passait par hasard et qui avait sa bonbonne qui lui a permis d'avoir levé le truc et qui l'a fait respirer. Malheureusement, il ne pouvait rien à l'hémorragie interne, bien entendu. Il a fallu que le SAMU arrive pour qu'ils essayent de se battre contre l'hémorragie interne, mais ça, c'était trop tard. Votre livre pose un certain nombre de questions, je le disais tout à l'heure, sur par exemple l'appel qui a été donné aux paparazzi français pour qu'ils soient présents cette dernière journée du mois d'août et non pas évidemment quand ils sont venus au mois de juillet une première fois, il n'y avait personne et en août ils étaient tous là. Une des questions qu'on se pose, c'est effectivement pourquoi Henri Paul, qui conduisait le véhicule ce soir-là, a agi avec autant de nervosité, d'énervement à l'égard des paparazzi, pourquoi il a conduit à cette vitesse alors que la journée s'était bien passée avec la paparazzi, tout était, on va dire, serein, c'était de connivence. On leur avait demandé aux paparazzi de ne pas photographier les Didier et Dodi Al Fayed dans la voiture plusieurs fois dans la journée quand ils s'arrêtaient au feu rouge en particulier. Et là, à minuit, ils changent complètement d'attitude. Oui, puisque en fait, c'était Rhys Jones qui gérait ça, les rapports avec les paparazzi. Tout s'était effectivement, comme vous venez de le dire, très bien passé. Et c'est vrai que pourquoi d'un seul coup, Dodi Al Fayed décide de changer de voiture, décide de leurrer en fait les paparazzi. Personne ne comprend parce que c'est un peu stupide entre nous. Il y a 2 entrées au Ritz, une devant sur la place de la Vendôme et une derrière rue Cambon. Donc, et les paparazzi ne sont pas nés de la dernière pluie, ils savent que il y en a des deux côtés. Bon, donc c'était un peu bêta. Ensuite, il choisit Monsieur Paul, dont il sait qu'il est directeur de la sécurité de l'hôtel, mais qui n'est pas chauffeur. Et qui est le directeur adjoint de la sécurité. Le directeur a démissionné 3 ou 4 mois avant pour des raisons de santé. Et Monsieur Paul espère bien peut-être aussi devenir directeur de la et donc faire plaisir
au fils du patron. Donc il obéit. Et il obéit. Bon, mais ça, M. Paul obéit, ça tous les témoins qui le connaissaient disent, si on lui a dit de conduire la voiture, il a conduit la voiture, si on lui a dit d'accélérer, il a accéléré. On aimerait bien avoir le témoignage du seul survivant qui pourrait dire, est-ce que Dodi a ordonné à M. Paul d'avoir cette attitude, ou bien est-ce que c'est M. Paul, de sa propre initiative, qui a ça. Comme vous le savez, effectivement, c'est contraire à tous les usages des chauffeurs de maître qui s'arrangent pour transporter leurs clients d'un endroit à un autre en toute sécurité, et certainement pas en jouant à Bullitt. Vous dites aussi que c'est la femme d'un diplomate britannique à Paris qui a donné une de ses robes pour habiller Lady Di, la dépouille de Lady Di. La femme de l'ambassadeur, Madame G. Est-ce que c'est avec cette tenue qu'elle a été inhumée, Lady Di ? Non, mais c'est la tenue avec laquelle elle a été présentée au prince Charles. Qui est venu la voir à Paris, dans sa chambre. Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs un des petits mystères de ce truc qui peuvent rester, mais qui concernent les Britanniques. Effectivement, les vêtements de Lady Di qui ont été évidemment qui étaient lacérés, enfin qui ont été déchirés, qui ont été découpés aussi par les pompiers, ont été donnés au majordome Burette, le majordome, en est le majordome de Lady Di. Le même majordome, qui après a volé quelques affaires à elle, a eu des histoires avec la famille royale qui se sont bien arrangées pour lui, parce que la famille royale ne porte jamais plainte et donc préfère transiger. Donc c'est ce qui s'est passé. Et lui, on se demande ce qu'ils sont devenus ces vêtements. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du sang sur eux. Et vous savez que la fameuse polémique sur était-elle enceinte ou pas ? Était-elle ou pas ? Voilà, repose sur le fait que malheureusement on n'a pas pu faire d'analyse sanguine, dans la mesure où évidemment au bout d'une journée il fallut mettre du formol, enfin la conserver justement pour l'arrivée du prince Charles et de sa famille. Puisqu'elle est ses sœurs. Donc on n'a pas une réponse franche par rapport à ça ? Ah si, on a une réponse franche, celle du comment on appelle ça, l'attorney général qui l'a examiné après son retour en Grande-Bretagne. Elle est passée à Fulham, à la morgue de Fulham, et elle a été donc elle n'était observée. pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Mais c'est vrai que le seul sang qu'on pouvait avoir, c'était malheureusement celui qui était sur ses vêtements, et le majordome a dit qu'il les avait brûlés. Alors, est-ce qu'un jour ils vont pas réapparaître ? Ça, c'est un autre problème. Ma dernière question, parmi les questions qu'on se pose dans le livre, c'est pourquoi vous insistez autant sur le fait que Jacques Chirac est introuvable du moment de l'accident jusqu'à plusieurs heures après. Oui, parce que c'est drôle. Le président de la République, le jour de l'accident, sa femme est informée avant lui, presque. Oui, même carrément, oui. On l'a retrouvé dans le début de matinée. Voilà, moi je ne vous dirai pas où il était, pas convenable. Ah oui. Dernière question, Jean-Michel Karadec. Qu'est-ce que la famille royale a prévu pour le 20e anniversaire de la mort de Lady Di ? Bon, normalement, la reine a offert à Lady Di, pour ce 20e anniversaire, elle a envoyé ses jardiniers faire un très joli petit jardin avec des myosotis. Bon. Et les enfants, les deux fils, William et Harry, avaient l'intention de faire ériger une statue. Je ne pense pas que les grandes personnes étaient tout à fait d'accord pour avoir une statue, en tout cas érigée le jour de ses 20 ans, parce qu'ils n'ont pas oublié quand même qu'elle a quand même fait, sinon vaciller, mais en tout cas qu'elle a bien fait vaciller la couronne quand même. Merci beaucoup Jean-Michel Karadec. Je rappelle le titre de votre livre, Qui a tué Lady Di ? C'est publié chez Grasset. Merci encore d'être venu au Figaro.